Salut tout le monde, je vais vous faire un petit exposé improvisé sur des constatations, des réflexions un peu récentes qui vont rejoindre mon travail sur la magie symbolique systémique, sur l'étude des forces psychiques en général. On va parler de conscience, on va commencer par ça, et on parlera aussi du monde animal aujourd'hui. On va commencer par une phrase importante à intégrer, un principe fondamental à vraiment, vraiment bien, bien justement conscientiser. La force psychique d'une créature, quelle qu'elle soit, dépend de son stade de conscience. Donc en résumé, euh, euh, si vous êtes un être humain, vous avez plus de pouvoir psychique qu'un animal. Parce que au niveau de la conscience, l'être humain est plus évolué. On pourrait résumer en disant l'être humain est plus puissant psychiquement qu'une créature. Pourquoi, comment, le statut privilégié à ce stade-là de l'être humain sur Terre, nanani, on va mettre de côté tout ça et rester sur des constatations entre guillemets objectives. Mais ça ne veut pas dire que les autres créatures, et là je vais évidemment parler des animaux, voire même des végétaux, de tout ce qui peut être considéré comme vivant sur Terre, hormis les êtres humains, ça veut dire que ces créatures-là n'ont pas de force psychique. D'autant plus que si vous vous rappelez un des fondamentaux de nos constatations sur le fonctionnement des forces psychiques, tout est basé aussi sur une accumulation dans le collectif, un regroupement de ces créatures individuées. Donc, encore une fois, comme je le répète à chaque fois, plus un symbole est nourri par l'inconscient collectif, plus la puissance de ce symbole ou alors de cet archétype ou plus cette force psychique, plus cette forme pensée, plus cet égrégore sera puissant dans le psychisme et donc aura une influence et une force de matérialisation importante dans le monde physique. Donc, à ce titre, les personnes qui sont très intelligentes euh, au niveau de la conscience du monde dans lequel ils vivent, hein, parce qu'on peut être très intelligent dans un domaine particulier, mais rien capter à ce qui se passe sur Terre. Donc quelque part, si on résume avec mes termes, dans une conception symbolique, plus on a une conscience avancée, plus son pouvoir psychique et son pouvoir d'imprimation dans le monde physique va être significatif. À ce titre donc, si vous faites partie d'une élite et que vous utilisez des symboles précis auxquels vous avez donné via la culture, via le système culturel, le système médiatique, le système artistique, une coloration particulière, si vous êtes conscient de cette coloration et que le monde, le commun des mortels, on va dire, n'en a pas conscience, mais nourrit quand même ce symbole, vous utilisez le commun des mortels et leurs forces psychiques réunies pour nourrir ce symbole qui va imprimer un projet prédéfini. Hein. Par exemple, l'arc-en-ciel du noachisme qu'on retrouve partout, exemple dans la culture LGBT ou dans la littérature jeunesse souvent associée à la licorne. Personne n'a conscience que c'est un symbole noachide, et justement parce que les gens n'en ont pas conscience, vous allez utiliser leur force psychique pour matérialiser sur Terre du noachisme à travers eux. Bon, ça, c'est les concepts que j'explique depuis le direct numéro 12 et à travers tous les lives avec la parenthèse MSS à la fin. Ce qu'il faut donc signaler aussi, c'est que même si nous avons plus de force psychique que les animaux qui, eux, n'ont vraiment pas du tout conscience des mondes symboliques, ou alors ils ont
une conscience peut-être ultra primitive des mondes symboliques. Ils sont beaucoup plus dans l'émotionnel, là où nous, on a une conscience plus intelligente, plus entre guillemets masculine, plus cérébrale, moins émotionnelle, moins du cœur de tout le monde qui nous entoure. Ils ont quand même, malgré tout, une empreinte, une force psychique absolument pas négligeable dans ce monde psychique où tout est réuni finalement et tout influence tout. Hein. Donc gardez en tête que le monde psychique, c'est une transition entre le monde physique, où tout est séparé, tout est individualisé, individué, ou je ne sais pas comment on dit, et le monde divin où tout est unique, réuni, éternel, infini, etc. Donc il y a dans les mondes psychiques une reliance entre tout qui est beaucoup plus significative que dans le monde physique. À ce titre, les animaux ne vont pas nourrir a priori certains symboles même s'ils les voient, même s'ils se trouvent sur leur chemin. Par contre, leurs émotions vont avoir une grosse empreinte dans les mondes physiques, d'autant plus que, même si à titre individuel, ils ont une force psychique réduite par rapport aux êtres humains, du fait de leur conscience elle-même réduite par rapport à nous, ils sont beaucoup plus nombreux. Hein. Il y a 8 millions d'êtres humains. Si on prend que les mammifères qu'on utilise pour se nourrir dans des élevages intensifs, il faudrait, je pense, rajouter un zéro. Hein. Je n'ai pas du tout fait de recherche là-dessus, mais il y en a beaucoup plus. Et évidemment, ce monde qu'on a mis en place dès la culture Yamna ou Yamnaya, qui est un petit peu le point de départ pour ceux qui veulent faire des recherches de l'agriculture avec des élevages entre guillemets intensifs, va mettre en place des énergies, des émotions très très basses, parce que un animal qui est cloisonné dans un espace réduit, qui n'est pas dans un environnement naturel dans lequel il peut vivre normalement, forcément il va développer et projeter dans les mondes psychiques des émotions, donc des forces psychiques très très basses qui vont se répercuter sur notre monde. Okay, donc à ce titre, c'est pas pour jouer les écolos de service, parce qu'on le sait, l'écologie est aussi un des outils principaux des serpents, mais objectivement, tout ceci est vrai. Donc il serait vraiment naïf de penser que tout ça n'a aucune influence sur notre monde quand on conscientise correctement comment fonctionnent les mondes psychiques. Donc à ce titre, évidemment, nourrir ces systèmes et les faire perdurer sur Terre, c'est quelque part aussi ne pas comprendre qu'il faudrait absolument trouver d'autres moyens. Je ne suis pas végétarien, mais en tout cas, il faudrait trouver d'autres moyens que ces espèces de camps de concentration ignobles à animaux qui constituent la base principale de l'alimentation humaine depuis l'ère industrielle, mais ça se développe de toute façon depuis des millénaires avant le Christ, finalement, tout ça. À ce titre aussi, c'est via ces élevages massifs à proximité des villes que les premières grosses déviances psychiques vont apparaître dans l'humanité, parce que ça engendre des microbes, des virus, des éléments pathogènes qui vont se répercuter sur l'être humain et qui vont profondément influencer sa psyché, sachant que ça va détériorer le système digestif, qui est une partie qui est une partie du système psychique de l'être humain. Vous le savez, je pense ici, beaucoup de choses qui se passent dans votre tête sont reliées à ce qui se passe dans votre ventre, hein, pas l'inverse. D'ailleurs, il y a 80 plus d'informations nerveuses qui circulent du ventre vers le cerveau et uniquement 20% d'informations nerveuses qui circulent du cerveau vers le bide. Donc ça montre bien l'importance du bide dans le fonctionnement psychique de l'être humain. Mais c'est pareil pour toutes les autres créatures d'ailleurs. Là aussi, du coup, ça nous amènera à comprendre que ce qu'on bouffe a une incidence psychique considérable sur l'être humain, mais aussi sur l'animal. Donc, il
il ne faut pas penser que seul l'être humain a une influence psychique, mais par contre, comme je vous ai résumé tout ça, non seulement les humains ont plus de force psychique que les animaux, mais plus un être humain comprend tout ce que j'essaie d'expliquer sur cette chaîne, plus sa force psychique est puissante, et plus on sera nombreux à conscientiser tout ça, plus on pourra offrir à Dieu et offrir au monde un levier de rectification de la dégénérescence programmée du monde pour construire un meilleur futur. Donc il faut comprendre que, comme l'expliquait Paul d'ailleurs dans ses épîtres, c'est avant tout dans les mondes psychiques que ça se passe. Alors lui, il expliquait ça avec la symbolique chrétienne de son époque, c'est-à-dire le combat, c'est avant tout un combat d'anges et de démons dans le ciel. Je me rappelle plus des termes exacts, je sais même plus dans quel épître c'est. C'était avec des discussions dans l'onglet communauté avec Monsieur Petilut, que je salue s'il écoute ça, bien qu'on soit un peu pris la tête justement dans ces discussions, mais voilà, il y a des fois je me prends la tête avec des gens, je regrette pas. Il y a des fois je me prends la tête avec des gens et je le regrette, donc je lui fais un petit coucou s'il écoute ça et un petit pardon pour le ton que je peux employer certaines fois dans nos échanges. Et voilà. Je m'excuse bien volontiers, même si sur le fond, on va rester pas d'accord sur certaines choses, c'est pas très grave au final. Donc voilà, c'est un petit podcast assez court. On aura l'occasion d'en reparler, mais l'amour de son prochain, évidemment, normalement, et le respect devrait s'appliquer aussi au règne animal, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors évidemment, c'est pas nous qui contrôlons tous ces systèmes industriels d'abattage d'animaux. On n'est pas responsable individuellement de tout ça, mais on a une responsabilité dans notre mode de consommation alimentaire sur tout ça. Et évidemment, plus on va devenir indépendant, et j'ai arrêté d'inventer des verbes ou mal les dire, plus on va mettre en place un meilleur monde aussi et arrêter de faire vivre le mauvais. Mais gardez en tête que finalement, tout se fait dans le psychique avant de se répercuter sur le physique. Et quand on comprend bien ça et que c'est à travers le symbole, sachant que tout est symbole, on comprend beaucoup de choses qui justement nous donnent une longueur d'avance et nous permettent éventuellement d'éduquer les autres à ces notions. Hein. Alors, vous le savez, moi je parle de magie symbolique systémique, mais encore une fois, quand on s'exprime sur ces sujets à des personnes athées, à des personnes scientistes ou terre à terre, même religieuses mais terre à terre, il faut savoir employer un jargon en plus entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets scientifique, donc parler de manipulation psychique par le symbole, parler d'inconscient collectif, etc., comme je peux le faire régulièrement. Ça permet de bien comprendre. Et ça dit les mêmes choses avec d'autres mots finalement. Hein. Vous pouvez parler de, je sais pas, aussi de manipulation subliminale. C'est des termes qui sont un peu désuets aujourd'hui, mais qui permettent de bien comprendre aussi. Et voilà, l'enjeu va aussi vraiment être de faire comprendre qu'il y a une force psychique au symbole et que quand on la conscientise pas, c'est à ce moment-là qu'on la nourrit le plus. C'est vraiment aussi très important de le capter. Que dire de plus? Je réfléchis, voir si j'ai un oublié. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, évidemment. Et j'ai un qui me vient en tête, donc on va s'arrêter là pour ce petit podcast improvisé. Et puis on fera éventuellement des ajouts en échangeant ou je rajouterai des choses dans la description en réécoutant ou des corrections s'il y en a. Alors oui, une petite deuxième partie parce que j'aimerais bien faire comprendre quelque chose. Le stade de conscience, il dépend pour un être humain, il dépend de beaucoup de facteurs différents. Il dépend du contexte culturel, de la religion, de la doctrine, de l'époque. Hein. Ça, c'est très important de comprendre qu'il y a aussi une évolution quelque part physique, génétique, qui permet d'accéder à plus de conscience, plus on évolue.
C'est pour ça qu'on réalise à notre époque beaucoup de choses que beaucoup avant n'avaient pas forcément réalisées, et sur plein de domaines différents, même si on essaie de nous faire croire l'inverse à une époque où on essaie de nous faire croire avec beaucoup de doctrines comme le pérennialisme que les humains étaient beaucoup plus avancés avant. C'est le cas avec tous les types de pérennialisme, comme aussi les... Je sais pas, pour vous donner un exemple qui va pas parler de Guénon, Chuon et compagnie, on peut parler aussi des théories kamites, kémites, qui vont euh, sacraliser et surtout fantasmer une Égypte à 100% africaine où il y avait l'électricité, on pouvait construire des pyramides par la pensée, la magie, enfin des trucs complètement aberrants qui sortent de nulle part. Euh, Il y a donc tous ces facteurs qui vont déterminer le stade de conscience d'un individu, mais ça ne dépend pas vraiment de l'intelligence, pas toujours. Donc c'est un des facteurs, mais c'est pas le seul. À ce titre, c'est très informationnel, pardon, tout ça. On peut être le plus intelligent du monde, mais si on se fait balader depuis la naissance ou si on n'a pas les bonnes pièces du puzzle, on va avoir moins de conscience et moins de force psychique, moins d'influence sur le monde que quelqu'un de bête, de beaucoup plus limité, qui, paradoxalement, va avoir plus de force parce qu'il a les pièces du puzzle. Par exemple, quelqu'un qui ferait partie du plan et qui aurait des connaissances en symbolique ou des connaissances en comment ça se passe au niveau de la manipulation des peuples actuels et qui donc serait plus avancé. Et faut bien comprendre qu'il y a vraiment une élite qui justement, pas forcément plus intelligente, mais qui par la privatisation de ses connaissances va détourner nos forces psychiques. Voilà, comme je l'explique dans toutes mes vidéos, y compris au début de celle-ci. Donc, tout ceci aussi pour vous faire comprendre que ça va demander, même à des personnes très intelligentes, pour bien intégrer tout ça, de profondes remises en question, hein. C'est un petit peu ce que je vous ai partagé en substance dans la vidéo qui s'appelle La rédemption du monde, qui est assez longue, où je peux être parfois un peu sévère d'ailleurs, parce que avant tout, quand je m'exprimais sur certains sujets, je m'adressais aux personnes qui suivent la chaîne depuis longtemps et qui sont toujours dans le déni sur certains points, comme le culte marial, et surtout sa récupération par les serpents à partir de la fin du Moyen Âge. Et c'est une relecture totale du monde qui intègre une nouvelle vision de l'histoire, bah, tout simplement plus proche de la vraie histoire du monde, qui arrête d'éluder les éléments importants, c'est-à-dire on ne peut pas parler et comprendre l'histoire mondiale si on ne comprend pas le noachisme, si on ne comprend pas la franc-maçonnerie et son origine, si on ne comprend pas que tout ce qui vient de la mafia Khazar diasporée au 10e, 11e est une forme de noachisme, y compris le protestantisme, y compris les hérésies naissantes du 11e, 12e, 13e, les Templiers, les Cathars, les Bogomiles, les Vaudois, etc., etc., le rosicrucianisme, la secte de l'esprit libre un peu plus tard, ou du libre esprit, je sais plus, bon bref, toute la culture des serpents qui va avec depuis Chrétien de Troyes, et aussi l'infiltration de symboles de serpents, on va appeler ça comme ça, dans les corps chrétiens à partir spécifiquement de cette période 10e, 11e, hein, donc dans les églises, dans les Bibles, les étoiles de David, les pentacles, les symboles néognostiques, initiatiques, les Jean-Baptiste hermétiques, un bras en l'air, un bras en bas, ou les Jésus hermétiques. Bon, voilà, on va pas faire la liste complète aujourd'hui. Les œils uniques dans le triangle qui apparaissent 15e, 16e, tout ça, bon, tous ces symboles dont on parle en long, en large, en travers, notamment dans la série d'analyse dans l'œil de la bête. Donc tout ça est, voilà, en résumé, tout ça est très informationnel et on peut être le plus intelligent du monde et aussi avec la meilleure intention du monde, donc être à la fois avec, d'un point de vue subjectif, très intelligent et très bien intentionné. Si on n'a pas les pièces du puzzle et surtout quand on peut les avoir et ne pas les admettre, hein. Si on ne les admet pas, si on ne les intègre pas, on reste coincé dans le plan de l'ennemi tout simplement, quel que soit le topic, puisque ça va pouvoir concerner les néo-nazariens,
les chrétiens sionistes, le culte marial exacerbé, l'athéisme, le communisme, le fascisme, le nationalisme, tout ce qui n'est pas chrétien, tout ce qui est profondément antichrétien, ou euh, une version du christianisme noachisée. Par exemple, le communisme, c'est une version noachisée, athéisée de cet esprit très communautaire où tout se partageait, on donnait aux pauvres, qu'on pouvait retrouver dans les premières communautés du christianisme primitif. Voilà, avant la constitution des premières aristocraties chrétiennes qui, dès l'Antiquité, vont commencer à faire dévier pas mal de choses et autres sujets, mais derrière aussi toutes ces luttes et combats théologiques au travers de la Christologie, la nature du Christ, la Trinité, euh, et l'arianisme, tout ça, et les gens comprennent mal ce que c'est l'arianisme. C'est beaucoup moins une hérésie que le culte marial ou que la dulie, très clairement, très objectivement. Mais l'arianisme, c'est pas nier la messianité ou la divinité du Christ, c'est juste dire dans le concept trinitaire, le Christ est moins puissant, moins important que Dieu le Père. Or, je ne suis pas arien, hein, à juste titre, je pense que euh, il faut pouvoir dire que c'est la même chose. C'est très compliqué la Trinité, trois personnes qui sont à la fois séparées, mais à la fois la même chose. Donc séparées, mais pas séparées, hein, c'est complètement... voilà, hein, si on fait un bref résumé. Mais justement, de toute façon, tous ces débats christologiques n'auront servi qu'à diviser. Et il y avait beaucoup, beaucoup derrière tout ça, des luttes de pouvoir. Hein, très clairement, quand on étudie les conciles et ce qu'il y a derrière les conciles, surtout les personnalités qui étaient à l'origine de certaines euh, de ces, à l'origine de ces débats, on va dire. Donc, il y avait beaucoup de personnalités très dures, il y a des morts, il y a des guerres civiles, il y a, bref, tout un contexte pas franchement christiano-compatible dans le fond. Hein. C'était une autre époque, j'y étais pas, hein, c'est le passé, mais c'est important de prendre le recul nécessaire par rapport à tout ça pour pas le reproduire, hein, évidemment. Donc, encore une fois, comme je disais aussi dans la vidéo précédente, en tout cas une vidéo récente, je sais pas quand est-ce que j'ai posté ça, mais celle qui s'appelle La rédemption du monde, un vrai christianisme qui se veut vraiment universel, il va devoir pouvoir intégrer des points de vue différents sur ce genre de détails. Parce qu'en vrai, si dans nos actions, si on ne comprend pas que le plus important c'est la répercussion dans les actions, ce que ça donne dans le monde physique, on ne comprend pas justement le christianisme qui nous demande de bien comprendre ça avant toute chose. Et si c'est pour se prendre la tête sur des débats théologiques et être un instrument de Satan parce que instrument de mort ou de division, on n'a rien compris, hein, très clairement. Donc ça ne veut pas dire que je suis à rien. Par contre, encore une fois, euh, si on s'en fie à ce qu'il est dit dans les évangiles, oui, il y a plusieurs passages énoncés par le Christ même qui indiquent une supériorité du Père. Hein, quand il dit ne m'appelle pas bon, seul le Père est bon. Ou la fin, ou mon retour, je sais plus, je ne connais pas la date, seul le Père connaît la date. Ça indique que si Christ est Dieu sur terre, il y a il y a un certain conditionnement qui le limite du simple fait qu'il soit conditionné à être un être humain. Hein. Donc, il devait manger, il devait boire pour vivre, même s'il a jeûné 40 jours dans le désert. Il n'aurait pas pu jeûner non plus toute sa vie. D'ailleurs, apparemment, c'était un bon vivant qui aimait bien manger. Bref, autre sujet, mais je voulais juste apporter la petite précision que j'ai apportée tout à l'heure sur la supériorité d'une élite qui a juste plus d'informations, qui n'est pas forcément plus intelligente. Même si souvent, c'est des personnes très intelligentes, hein, évidemment, parce que être dans cet héritage de contrôle total depuis des générations, ça conditionne à nourrir certaines forces, une certaine forme d'intelligence, justement, qui va complètement fuir la bonté et l'amour. Hein. Il faut un bon équilibre entre le cœur et le cerveau.
mais qui du coup jouit d'une certaine supériorité à bien des égards, comme on peut le voir, parce qu'on est très loin d'en avoir fini si on constate ce qui se passe sur Terre au jour d'aujourd'hui, hein, très clairement. Voilà, voilà. Bon, merci d'avoir écouté et on reparle de tout ça. À très bientôt. Allez, deuxième ajout, donc j'aimerais aussi apporter un complément sur plutôt mes petites considérations sur les mondes psychiques et le monde animal, voire le monde animal végétal, voire pourquoi pas le monde animal végétal et minéral, hein, j'en sais rien. Mais bon, ouais, on va plutôt là justement se cantonner animal, voire végétal, parce que ouais, je pense qu'il y a quand même une forme de conscience, une forme de conscience émotive, au moins dans le monde animal, mais aussi végétal et insectoïde, on va dire. Alors je vous explique souvent que plus un symbole est nourri, plus il est puissant, plus sa force d'imprimation et son influence dans le monde sera puissante aussi. C'est vrai aussi pour des émotions, surtout dans une perception où finalement, au bout du compte, tout serait symbole quelque part. Plus une émotion typique est nourrie, plus elle va avoir une répercussion, une influence dans le monde physique. Donc pensez un petit peu, encore une fois, à l'influence énorme que peuvent avoir toutes ces émotions de cloisonnement, d'être captif d'un réseau industriel qui mène à la mort. Parce qu'évidemment, je pense pas que les animaux n'en soient absolument pas conscients et ça doit vraiment se sentir et ça doit beaucoup vibrer émotionnellement ce genre d'émotion très basse, très négative, d'être enfermé, agglutiné, conditionné avec la mort à la fin du truc, sans parfois jamais voir le soleil. Il y aurait plein de choses à dire sur les circuits agroalimentaires de notre époque industrielle. On pourrait en parler des heures sur toutes les mauvaises choses que ça imprime. Mais voilà, gardez en tête que du simple fait que ces animaux soient des millions à vivre ça tous les jours, l'influence de tout ça dans les mondes psychiques qui va se répercuter dans le monde physique est absolument colossale, hein. L'enfermement, le cloisonnement, la surscientisation du traitement, ce rapport à la vie où il faut absolument vacciner parce que justement la proximité induit des propagations pathogènes de virus et de microbes. Ils sont vaccinés toutes les 12 secondes, hein, en exagérant un petit peu. Donc il y a vraiment ce ressenti du savant fou, petit côté, on est en face du démiurge malfaisant, hein, quand on est un animal 24 heures sur 24. Hein, c'est un peu notre cas aussi, on est dans cette influence perpétuelle de genre de démiurges malfaisants qui se prennent pour Dieu sur Terre, mais vraiment les animaux, ils le vivent factuellement, quasiment quotidiennement, sans que ça soit crypté comme c'est le cas pour nous, hein. Donc évidemment, ça a une influence énorme aussi, tout ça. Leur mode alimentaire, hein, et on leur donne pas à bouffer ce qu'ils devraient bouffer. Et voilà, donc toutes les émotions négatives qu'ils vont pouvoir envoyer dans les mondes psychiques, qui va rejaillir sur notre monde physique, est nourri de quasiment que des mauvaises choses. On pourrait parler aussi de comment ces animaux sont fécondés, hein. C'est industrialisé aussi. On est dans Matrix, hein, pour ceux qui connaissent pas ces mondes-là. Il n'y a même plus de rapport sexuel pour la plupart de ces animaux d'élevage, en fait, hein. C'est fait par des machines, comme, je sais pas, les vaches qui se font traire par des machines. C'est totalement Matrix et ça fait 40-50 ans, hein. Ça date pas d'hier, tout ça, hein. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Donc vraiment, conscientisez bien l'influence énorme que ça a sur notre monde, tout ça. C'est cauchemardesque, hein, quand on le réalise pleinement. C'est tout bonnement cauchemardesque. Voilà, ouais, il faudrait trouver un mot au-dessus de inhumain pour décrire tout ça, mais bon, voilà. Bon, je pense que ça devrait être bon pour cette fois-ci. Merci d'avoir écouté et à plus tard. Merci d'avoir écouté. Très bonne fin de journée, très bonne fin de nuit. Que son règne vienne, soyez bénis et à très bientôt les amis.